Salut les terriens. Oui, je sais, les débunks de la Terre plate ont déjà été faits 10 fois, 100 fois même, et les vidéos de preuves de toutes sortes pullulent sur internet, presque autant d'ailleurs que celles qui essayent de démontrer le contraire. C'est vrai. Mais pour cet épisode, c'est un jeu différent que je voudrais vous proposer de jouer pour une fois. Ici, plutôt que de se crêper le chignon sur des preuves qui de toute façon n'arrivent jamais à convaincre personne, dans un sens comme dans l'autre, et puisque vous semblez avoir apprécié les épisodes un peu plus science-fiction, j'ai plutôt envie d'imaginer ensemble quelles seraient les lois de cet univers parallèle dans lequel, oui, la Terre serait effectivement plate, et de découvrir ainsi à quoi pourraient bien ressembler nos vies si c'était vraiment le cas. Astronomie, loi de la gravité, saison, notre vie quotidienne y serait pour ainsi dire légèrement différente. Alors, si vous êtes prêts pour cette exploration d'un genre nouveau, mesdames et messieurs, passons ensemble le portail vers ce monde aux lois étranges. Bienvenue sur la Terre plate. Bon, rassemblons nos esprits et essayons de considérer les choses le plus fidèlement possible à la théorie. Ah oui, parce que cette Terre plate, ce n'est pas à nous de l'imaginer de fond en comble, les théories existent déjà, les modèles ne manquent pas. Rien qu'un tour sur le site de la Flat Earth Society nous procurera d'excellentes bases de réflexion pour notre nouveau monde, en plus d'une bonne migraine et d'une légère perte de foi en l'humanité, mais passons là-dessus. Tout d'abord, à quoi ressemble cette Terre plate sur laquelle nous débarquons? Parce qu'au fond, si on prend le temps d'y réfléchir, il y a plein de façons d'aplatir une Terre ronde. À vrai dire, il y en a même autant que de méthodes de projection en cartographie. Projection cylindrique, conique, azimutale, de Fuller, de Mercator, projection stéréographique ou gnomonique, toutes ces représentations donnent effectivement des terres bien plates, et parmi mes préférées, celle de Good, pour qui la Terre est un cœur géant, ou encore celle dite d'Appian 2 à 2 hémisphères, dans laquelle la Terre est ramenée à 2 beaux cercles rattachés au milieu de l'Atlantique. Franchement, avec une Terre plate sur ce modèle-là, est-ce que la traversée de Christophe Colomb n'aurait pas eu une autre allure? Les bateaux sont obligés de passer ici par une porte minuscule au milieu des flots, et hop, l'Amérique qui apparaît dans l'équivalent d'un univers parallèle. Ah là là, avec ça, Marvel peut aller se rhabiller. Mais malheureusement, ce n'est pas l'une de ces terres-là qu'ont choisi les platistes. Leur terre à eux, la voilà, un grand disque centré sur le pôle Nord, autour duquel les continents se répartissent plus ou moins en étoiles. Voilà donc notre nouveau monde pour aujourd'hui. Et tout d'abord, explorons l'endroit le plus incroyable, celui où la vue doit être la plus fabuleuse qui soit, j'ai nommé le bord. Et oui, qui dit monde plat dit rebord. Alors, que se passe-t-il précisément au niveau de ce bord? Une falaise immense débouchant sur le cosmos? Une cascade infinie dans laquelle les océans se vident indéfiniment? Ce serait d'ailleurs sûrement assez embêtant, puisqu'en quelques années, les océans se videraient comme une baignoire qui fuit. Bon, je vous donne la réponse, il y a un mur. Oui. Le continent antarctique n'existe pas, ses côtes sont en fait un mur de glace infranchissable façon Game of Thrones. Bon, j'exagère, ce n'est pas un mur très haut à première vue, c'est vrai, mais suffisant tout de même pour contenir l'eau des océans. Mais alors, pourquoi donc est-ce que ce mur, et ce qui doit se trouver derrière, n'est pas la plus grande attraction touristique du monde? Un endroit bardé d'observatoires scientifiques chargés d'en apprendre plus sur la moitié verso de l'univers? Eh bien, la réponse est très simple, c'est qu'on ne peut pas franchir ce mur. D'ailleurs, comme vous le voyez, les bateaux maladroits s'y cognent et ça ne passe pas. En plus, s'il vous venait l'idée saugrenue de vous aventurer quand même sur cette banquise, vous tomberiez sur le service de sécurité du Dôme sous les ordres de la NASA, mais ça, on y reviendra plus tard. Dans le monde de la Terre plate, les milliers de touristes qui embarquent chaque année sur des paquebots de croisière polaires pour découvrir la péninsule antarctique et ses bataillons de mignons pingouins n'existent donc pas non plus. Mais le bord, en fait, ce n'est même pas le vrai problème, ou en tout cas physiquement ce n'est pas le pire. Si vous voulez bien, parlons plutôt de la gravité. La gravité, dont on peut faire l'expérience tous les jours en lâchant des choses en l'air, c'est une force à première vue assez simple à se figurer, qui fait s'attirer les objets entre eux proportionnellement à leur masse. En particulier, la Terre, qui est très massive, attire vers elle n'importe quoi traînant pas trop loin de sa surface, jusque-là, pas de lézard. Alors pour être déjà plus précis, la gravité s'applique à ce qu'on appelle son centre de masse ou centre de gravité. Plutôt facile à tester, il suffit d'essayer de poser des choses en équilibre pour comprendre de quoi on parle. Mais si c'est vrai pour les objets, c'est aussi vrai pour la Terre elle-même. Alors certes, sur votre lointaine Terre ronde, le centre de gravité de la planète est à peu près au centre de la boule, ce qui donne une force verticale, mais fatalement, sur notre Terre plate, tous les objets sont aussi attirés vers le centre, mais le centre du disque quelque part sous la surface de l'océan Arctique. Résultat, eh bien si on se tient au pôle Nord, tout va bien, mais à mesure qu'on s'en éloigne, la force de gravité est de plus en plus inclinée, jusqu'à être presque parallèle au sol quand on arrive au bord. Autrement dit, les Sud-Américains et les Australiens vivent sur une pente en apparence quasi verticale, pas évident à vivre au quotidien de se balader sur une falaise, vous pouvez le croire.
D'autant que l'air de l'atmosphère aussi est attiré par la gravité et par conséquent, elle vient aussi s'entasser autour du centre. Par conséquent, la pression atmosphérique au Groenland est proche de celle de Vénus, alors que nos Australiens, qui n'ont décidément pas de chance, sont obligés de vivre en combinaison d'astronautes dans un vide presque total. Sans compter que chez eux, les arbres poussent en diagonale et les immeubles sont construits de travers. En fait, même les montagnes ont un profil étonnant, pour ne pas se casser la figure dans ce monde penché, elles ont toute la face nord beaucoup plus aplatie que la face sud, qui par contre peut sans problème surplomber ses voisines. Tout ça d'ailleurs sans même vous parler du tas de bazar qu'on trouve entassé au pôle Nord, puisque tout finit inexorablement par y glisser. À vrai dire, même l'eau des mers devrait couler pour venir s'entasser vers le centre, et, fait intéressant, même la Terre devrait peu à peu se déformer pour se ramasser elle-même autour de son centre, ce qui donnerait une espèce de boule finalement. Bon, malheureusement, sur notre terre plate, les mers restent à leur place et un coup de fil à un ami australien nous permet assez facilement de constater qu'il ne vit pas accroché à une falaise dans une combinaison pressurisée. L'air de rien, c'est une grande découverte car du coup, Newton, Kepler, Galilée et Copernic avaient tout faux, la gravité n'existe pas. Mais alors, à qui doit-on la chute des objets et le fait de rester au sol ? Eh bien, le moins que l'on puisse dire, c'est que les génies de la Flat Earth Society ont réponse à tout, et un joli toupet, car on trouve sur leur site cette très élégante hypothèse qui s'en remet, tenez-vous bien, à la relativité d'Einstein lui-même. On abordait ce point ensemble dans l'épisode sur l'intelligence artificielle et les expériences de pensée d'Einstein. Pour poser les bases de sa théorie de la relativité générale, celui-ci s'imaginait à l'intérieur d'un ascenseur en chute libre et réalisait que tant qu'il tomberait, il ne connaîtrait aucune différence mesurable avec l'état d'apesanteur, et à l'inverse, un physicien enfermé dans une pièce sans fenêtre dans laquelle il ressentirait une pesanteur terrestre serait incapable, même en faisant toutes les expériences possibles avec des objets à faire tomber, des pendules et autres ressorts, de faire la différence entre le fait de se trouver à la surface de notre planète ou au milieu du cosmos à bord d'une fusée sur laquelle ses moteurs fournissent une accélération régulière de 1G. Eh bien, voilà donc la réponse de nos amis au paradoxe de la gravité sur une Terre plate. Si on en croit cet article de leur recherche en sciences physiques platistes, la gravité terrestre elle-même est tout simplement une illusion. L'accélération égale que subissent les objets qui tombent en Norvège et au Chili ne vient pas d'un effet de la masse de notre planète, mais bien de l'accélération uniforme de toute la planète vers le haut. Autrement dit, la Terre plate ne flotte pas bêtement dans l'espace, elle est propulsée tout entière en permanence comme si elle se trouvait au sommet d'une fusée géante. Et voilà qui résout le mystère de la gravité, nous filons toujours plus vite en direction du zénith. Alors par contre, quelle énergie nous pousse aussi vigoureusement et sans faiblir, ça ce n'est pas dit dans l'article. La science platiste a décidément encore de belles découvertes devant elle, mais déjà, le problème de la gravité a l'air réglé. Petite conséquence amusante tout de même, si on en croit la relativité générale sur laquelle s'appuie cette belle théorie, d'un point de vue extérieur, la Terre, depuis le temps qu'on vit dessus et qu'elle accélère, fonce aujourd'hui en apparence à une fraction toujours plus infime en dessous de la vitesse de la lumière, au milieu d'un univers qui vieillit infiniment plus vite qu'elle. Voilà, ça c'était pour les curieux et les plus astrophysiciens d'entre vous. Étonnant, non ? Mais dans ce cas, le Soleil, la Lune et le reste des astres nocturnes, comment est-ce qu'ils peuvent s'accrocher à nous dans une telle course folle ? Et puis d'accord, l'air n'a plus de raison de venir s'entasser au pôle Nord, mais à ce compte-là, rien ne l'empêche de dégouliner par-dessus bord tout autour de l'Antarctique ? Ah là là, il faut vraiment reprendre toutes les bases avec vous. Au-dessus de notre Terre plate, pas question d'espace infini dans lequel valsent étoiles et planètes. D'ailleurs, les autres planètes, est-ce qu'elles seraient rondes ? Pas question de ça. Et si l'atmosphère ne coule pas de tous les côtés comme une vieille tartine au miel, c'est qu'elle est retenue, confinée au-dessus de nous de façon bien étanche par le dôme, voyons. Et oui, le dôme, pas de terre plate sans dôme pour éviter les fuites. Dans ce monde, nous vivons tous sur un vaste hémisphère solide, un peu comme dans The Truman Show, mais évidemment beaucoup plus grand. Voilà d'ailleurs pourquoi on ne peut pas aller au-delà du grand mur de glace de l'Antarctique, tous les pilotes le savent, on se cognerait à sa paroi. Bon par contre, s'il y a un dôme, à quoi sert le mur finalement ? Eh bien, plus à grand chose, c'est vrai, mais ne compliquez pas tout, hein. Bref, solidement accroché à ce dôme, pour ne pas nous tomber sur le museau, se baladent le Soleil, la Lune et les autres. Et quel est leur mouvement ? Là c'est une bonne question. Personne, je pense, n'oserait contester que chez nous, le Soleil se lève le matin et se couche le soir, mais pas sur la Terre plate, oh que non. On pourrait bien penser que le Soleil tourne autour d'elle comme le prétendait le modèle aristotélicien du système solaire, sauf que nous avons acquis depuis les réflexions d'Aristote un super pouvoir que nos ancêtres n'avaient pas et qui va à l'encontre de cette idée saugrenue. Cette magie se nomme le téléphone et même mieux, depuis quelques années, la visioconférence. Alors, puisqu'on a bien un ami en Australie, passons-lui un coup de fil pour constater qu'à midi chez nous, il se trouve en pleine nuit, décalage horaire oblige.
Or, si le Soleil orbite tout autour de notre Terre plate en passant d'un côté à l'autre, il éclaire forcément l'ensemble de sa surface d'un coup, puis plonge dans la nuit tout le monde en même temps. Mais qu'à cela ne tienne, si on étudie les modèles d'astronomie platistes, car oui, il y a des modèles d'astronomie platistes, figurez-vous, totalement absurdes mais qui existent, eh bien on trouve l'idée géniale que le Soleil n'est pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une simple grosse boule lumineuse qui éclaire dans toutes les directions, mais plutôt un projecteur de poursuite sur le modèle de ceux qu'on trouve dans toutes les salles de concert, avec une lumière directionnelle. De cette façon, il peut se permettre de n'illuminer qu'une partie du monde à la fois, en laissant l'autre dans le noir. En 24 heures, il effectue un vaste cercle au-dessus du monde pour venir éclairer successivement toutes les longitudes, tandis que la Lune, qu'on ne voit donc que la nuit si on suit cette logique, suit la même valse à l'opposé. Et voilà pour les jours, les nuits et le décalage horaire. Mais du coup, quand est-ce qu'il se couche ce soleil ? Eh bien, jamais. Le soleil de la Terre plate ne peut tout simplement jamais se coucher, sans quoi il y aurait forcément un moment où toute la planète serait dans le noir, ce qui n'est pas le cas. Du coup, il continue de tourner en l'air en décrivant des cercles du côté recto, mus par une force mystérieuse. Ainsi, vu depuis le sol, sans jamais s'approcher de l'horizon, les habitants de la Terre plate le voient s'éteindre d'un coup en plein ciel lorsque son faisceau ne les vise plus. Sur ce monde, les levées et couchers de soleil n'existent tout simplement pas, et d'ailleurs, puisque la Lune tourne à l'opposé de lui pour être visible la nuit, les éclipses n'existent pas non plus. Ni les éclipses de soleil lorsque la Lune vient masquer le soleil, ni les éclipses de Lune lorsque la Terre vient à son tour projeter son ombre sur son satellite. Et soit dit en passant, c'est bien dommage, parce que justement, des éclipses de Lune seraient une très belle opportunité de savoir enfin, en observant cette ombre, comme c'est le cas dans le monde de la Terre ronde, quelle est la forme et la taille du disque, et surtout ce qui se trouve côté Verseau. Souvenez-vous que chez nous, c'est en mesurant le diamètre de l'ombre de notre planète sur notre Lune pendant l'une de ces éclipses que Aristarque de Samos a observé pour la première fois sa courbure et estimé avec une certaine précision son rayon il y a presque 2300 ans maintenant. Mais puisque le Soleil et la Lune restent toujours du même côté de la Terre plate, pas de risque que ce genre d'éclipse, qui suppose que la Terre se retrouve exactement entre les deux autres astres, ne soit observé. Et puis il y a le problème des saisons. Et oui, puisque cette Terre plate et que toute sa surface présente fatalement la même inclinaison face au Soleil, il n'y a donc pas non plus de saison sur ce monde-là. Pas d'hiver, pas d'été, pas de variation dans la durée des jours au cours de l'année, ni dans l'élévation du Soleil. La Terre plate vit alors dans un printemps perpétuel, ou un été d'ailleurs pour ce qu'on en sait, et on ne sait plus trop pourquoi il fait plus froid au pôle. La navigation ne serait pas rendue simple non plus, puisque sur une Terre plate, il n'y a pas de mouvement de convection dans le noyau, et qui dit pas de convection dans le noyau dit pas de champ magnétique. Or, qui dit pas de champ magnétique, dit pas non plus de boussole pour indiquer le nord. Les capitaines de bateaux et les pilotes d'avion sont donc bien embêtés quand il s'agit de retrouver leur chemin, d'autant que, vous l'aurez remarqué, mieux vaut pour ces derniers ne pas rater leur destination, car s'ils volent en ligne droite, quel que soit leur cap initial, leur trajectoire finit toujours par les amener au sud en direction du grand mur et du dôme infranchissable. Donc, heureusement qu'ils ont des GPS. Non ? Eh ben non, tiens, pas de GPS non plus, et d'une manière générale, pas de satellite ni d'exploration spatiale, ce qui entre nous est bien dommage pour cette chaîne qui n'a donc aucune raison d'être. Déjà parce qu'il est impossible d'envoyer quoi que ce soit à travers le dôme, et même sans dôme, de toute façon, rien ne pourrait vraiment orbiter autour d'une Terre plate, même en supposant qu'elle ait une gravité. Car si autour d'une Terre ronde, les satellites tournent eux aussi à peu près en rond, c'est parce qu'ils se trouvent tout au long de leur course dans un champ de gravité constant. Mais si jamais cette planète n'est plus ronde, la gravité devient elle aussi irrégulière, et en particulier elle devient plus forte là où un satellite passe plus près de sa masse, donc lorsqu'il survole les bords, et plus faible lorsqu'il s'en éloigne, donc au-dessus du pôle Nord et de son équivalent au Verseau. En fait, plus rien ne risque de tourner rond autour, donc sur ce monde, oubliez les GPS, les communications par satellite et donc les paraboles de télévision, laissez aussi tomber la cartographie et les observations météo depuis l'espace. Rien dans l'espace donc ? Mais alors, et les étoiles ? Alors là, rien de plus simple, fini les mouvements compliqués du ciel qui dépendent de votre position sur la planète. Qu'on suppose les étoiles fixées sur le dôme comme des loupiottes ou réellement lointaines, toute la planète voit fatalement les mêmes, puisque tout le monde regarde la nuit dans la même direction. Demandez donc à votre ami australien, sur une Terre plate lui aussi, de voir la voûte céleste tourner autour de l'étoile polaire. La Croix du Sud et le reste des constellations qui sont chez nous visibles dans l'hémisphère sud ne peuvent tout simplement pas être vues puisqu'elles se trouveraient côté Verseau. Mieux encore, où que vous vous trouviez, la voûte céleste ne peut que tourner autour d'un point situé précisément au zénith.
Par conséquent, dans ce monde-là, impossible pour les marins, qui n'ont déjà droit ni au GPS ni à la boussole, de se repérer avec les étoiles, puisqu'elles apparaissent dans une élévation identique, peu importe où on se trouve. Donc, désolé Christophe Colomb, Cook et Magellan, à la poubelle le sextant. Bon, résumons. Sur une Terre plate, pas de gravité, pas de lever ou de coucher de soleil, pas de continent antarctique, pas d'éclipse, un monde au choix placé au sommet d'une fusée accélérant à l'infini, ou alors dans lequel les kangourous vivraient en combinaison accrochés à une falaise. Mais aussi pas de saison, pas de boussole, pas de satellite, et le même ciel nocturne pour tous. Ça commence à faire pas mal, non ? Finalement, on n'est pas si mal sur notre bonne vieille Terre ronde, pas vrai ? Bon, je crois que je vais arrêter là, on pourrait continuer ce petit jeu toute la journée, sans même évoquer toutes les expériences absurdes des scientifiques platistes. J'espère simplement que cette petite démonstration par l'absurde, à défaut de convaincre qui que ce soit, vous aura au moins amusé. Ceci dit, si vous connaissez du monde qui aurait besoin d'une petite piqûre de rappel, si j'ose dire une chose pareille, eh bien n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Mais surtout, souvenez-vous, nous sommes tous l'ignorant de quelqu'un, alors restez curieux, ne vous laissez pas enfermer par les algorithmes, passionnez-vous pour le monde réel et les sciences qu'il étudie, plongez-vous dans leur histoire, et essayez surtout de comprendre d'où viennent nos savoirs si précieux, c'est le meilleur moyen de ne pas sombrer dans la bêtise ou dans l'obscurantisme. Si le format un petit peu particulier de cet épisode vous a plu, surtout dites-le nous en commentaire, parce qu'on en a plein d'autres sous le coude. N'oubliez pas non plus le pouce de YouTube, si les algorithmes peuvent nous servir à transmettre les connaissances à un maximum de monde, pourquoi s'en priver ? Quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour la suite. Ciao les terriens.